Vous voyez la présentation, s'il vous plaît? Oui. Vous voyez la présentation? Juste, je demande la confirmation parce que de temps en temps, il y a des déconnexions. Oui, monsieur, on arrive à voir. Il faut me confirmer. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez la présentation. Très bien. Voilà. La fois passée, on s'est arrêté ici. Donc, pour être efficace, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais diviser la séance aujourd'hui en deux parties. La première partie, c'est-à-dire, je vais vous donner les concepts théoriques, c'est-à-dire la partie cours, et en même temps, après, on va basculer vers une autre présentation de TP. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter le, c'est-à-dire la technique RMI, voilà, que vous allez, bien sûr, vous allez utiliser pour, c'est-à-dire faire le TP. D'accord? La fois passée, on s'est arrêté ici, et si vous vous rappelez bien, c'est-à-dire, je vais aller rapidement au premier diapo, si ça marche bien, OK. Voilà, juste pour vous rappeler. Donc, c'est-à-dire pour, dans un système distribué, dans un réseau, pour faire communiquer plusieurs utilisateurs, donc on a plusieurs méthodes. Soit en utilisant les messages, voilà, soit en utilisant ce qu'on appelle les remote procedure call. Donc, ces remote procedure call, c'est une technique utilisée par plusieurs systèmes, plusieurs environnements, comme par exemple l'environnement Windows et d'autres environnements. Voilà, on a, c'est-à-dire entamé cette partie à la fois passée. Voilà, c'est PRC. Aujourd'hui, on va présenter RMI. Peut-être la semaine prochaine, il va nous rester une petite partie lié à ce chapitre. C'est la dernière partie communication par flux. On va présenter la semaine prochaine et on entame aussi le dernier chapitre. Voilà, le chapitre 4. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on a présenté tout ça la fois passée. Voilà. Et on s'est arrêté ici. Je vais aller rapidement, hein. Je vais aller rapidement et quand vous avez des questions, vous pouvez poser les questions. Je vais pas donc expliquer les choses que vous pouvez, c'est-à-dire parce que vous aurez après le support du cours, vous aurez, enfin, j'ai oublié de lancer l'enregistrement, pardon. Donc, je vais lancer l'enregistrement. J'espère que tu vas bien avec cette connexion, voilà. Pardon. OK. Hum, 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 hum. Chapitre 1, partie 2. D'accord. Bien, bien. Alors, on s'est arrêté à ce diapo la fois passée. Donc, comme je vous ai dit, je répète, je vais vous expliquer l'essentiel de, enfin, parce que c'est-à-dire l'essentiel que je dois bien sûr bien expliquer. Les choses, c'est-à-dire que vous pouvez, c'est-à-dire uniquement juste de les lire et vous allez les comprendre. Donc voilà, je vais pas tarder beaucoup pour les expliquer. Voilà, parce que à la fin, vous aurez cette présentation, vous aurez le support de cours, vous aurez la présentation de TP que je vais vous présenter aussi, et vous aurez l'enregistrement. Donc, juste un résumé sur la deuxième technique qu'on peut utiliser pour faire communiquer deux machines d'une manière distribuée, par exemple client-serveur. Regardez, la méthode basée sur RPC, un résumé, hein. La méthode basée sur RPC, comme on a expliqué la fois passée, utilise ce qu'on appelle donc la partie client, c'est un step client, c'est un step client, un client step, et utilise aussi côté serveur ce qu'on appelle un autre programme qui est step serveur. Voilà. Si le client, par exemple, veut invoquer une méthode qui se trouve euh, au niveau du serveur, c'est-à-dire le programme de cette méthode, il est implémenté au niveau du serveur, au niveau d'une autre machine distante.
le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va uniquement instancier la méthode et après directement appeler la méthode. Regardez, donc K reçoit add J plus 1, c'est-à-dire automatiquement un programme stub qui va bien sûr s'en charger et euh, c'est-à-dire récupérer les informations de cette instruction, c'est-à-dire la valeur de E et la valeur de G. Il va appeler le add. D'accord? Donc, la procédure qui va être utilisée, c'est add. Les valeurs de cette fonction, c'est E et G. Et automatiquement, elle va utiliser bien sûr le support physique pour communiquer avec le step server. Donc, en envoyant un message contenant ces informations. Le step server récupère ces informations. Bien sûr, quand il récupère ces informations, il va identifier la méthode concernée et il va directement, c'est-à-dire euh, lancer l'exécution de cette méthode, donc l'implémentation de cette méthode add avec les valeurs EEG. À la fin, donc, il récupère les résultats, c'est toujours le step server, et l'envoie ces résultats au client, voilà, pour que le client puisse continuer. Donc, c'est une information, bien, c'est une instruction bloquante, comme les sockets, hein. Si vous avez, on a déjà expliqué les sockets, quand le serveur fait socket.accept, c'est une instruction bloquante. Donc, il attend les requêtes des clients. Quand il reçoit donc une requête, voilà, il lance il crée la socket qui va communiquer avec la socket client et il continue bien sûr le reste. Voilà, donc, c'est une instruction bloquante. Bloquante, c'est-à-dire quand le programme arrive à cette instruction, donc, hein, il se met en attente, voilà, en attendant de recevoir, c'est-à-dire soit l'exécution de cette instruction, soit, c'est-à-dire comme cette instruction par un k.add, voilà, donc le programme client se met en attente en attendant de recevoir la valeur de k, voilà, c'est-à-dire l'exécution de add qui se trouve dans une autre machine, voilà. Mais quand on utilise le socket, socket, c'est-à-dire voilà, euh, euh, quand le serveur exécute l'instruction socket.accept, donc il se met en attente, voilà, pour recevoir les, euh, les requêtes des utilisateurs, bien d'utilisateurs, bien des clients. Voilà, comme je vous ai dit, je vais aller rapidement. Voilà, c'est juste pour vous expliquer encore c'est quoi cette procédure RMI, presque les mêmes, euh, les mêmes terminologies qu'on va utiliser même après, quand on va exposer c'est-à-dire le RMI. Voilà, c'est toujours côté client, donc l'interface côté client, ou bien le programme qui interface avec le serveur, c'est toujours nommé STEP, le programme STEP client, ou bien le client, talent client, STEP client, quand vous voulez. Et côté serveur, c'est talent serveur ou bien skeleton. Skeleton, quand on dit skeleton, c'est-à-dire le programme qui va interfacer avec les clients. Côté serveur, bien sûr. Voilà, je vais aller rapidement. Bon, juste ici, les limitations. Ces limitations vont vous permettre de comprendre l'intérêt de RMI qu'on va présenter après. Si vous avez bien compris cette méthode RPC, Remote Procedure Call, c'est une méthode qui permet de faire, d'établir une communication genre un one-to-one. One-to-one, c'est-à-dire machine avec un serveur, pas plusieurs machines avec un serveur. D'accord? Donc, on n'a pas ce type de communication avec un, c'est-à-dire le serveur, il peut communiquer avec plusieurs serveurs. D'accord? Ça, et en plus, la méthode c'est-à-dire d'invocation, c'est uniquement, permet d'invoquer uniquement les procédures ou bien les serveurs, ou bien les fonctions, pardon. C'est-à-dire exécuter une fonction, exécuter une procédure qui se trouve réellement le code de cette fonction, bien le code de cette procédure se trouve au niveau du serveur. Voilà. Et depuis la machine cliente, on fait uniquement un jump, un appel vers cette fonction, bien cette procédure. Voilà. C'est-à-dire, si vous voulez, je vais passer rapidement à cette méthode RMI. Voilà. C'est juste pour vous dire que, c'est-à-dire, on peut pas, en utilisant le RPC, on peut pas, c'est-à-dire
invoquer, euh, c'est-à-dire un objet qui se trouve sur un serveur. Voilà, on peut pas, c'est-à-dire invoquer un objet qui se trouve sur un serveur. Et donc, RMA permet enfin, d'invoquer les objets qui sont implémentés, instanciés sur un serveur. D'accord? C'est ça la différence. C'est ça la différence. Regardez, donc, toujours dans RPC, pour, c'est-à-dire invoquer plusieurs objets, il faut que le programmeur doit fractionner tous les objets composés en type de données primitives. Primitive, c'est-à-dire, et toujours, il faut faire fonction, entre parenthèses, les primitives ou bien les paramètres d'appel. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas directement utiliser un objet, entre parenthèses, appeler un objet. Non, on ne peut pas dans cette méthode RPC. Donc, LMI, elle peut, c'est-à-dire appeler des objets, invoquer des objets à distance. Voilà, c'est ça l'intérêt de la méthode RMI. Et donc, c'est quoi RMI? RMI, c'est une middleware, hein, si vous voulez, c'est une middleware, mais spécifiquement développée pour Java, bien sûr. C'est une API, si vous voulez, Application Programming Interface, voilà, qui implémente ce qu'on appelle donc c'est Remote Procedure Call, mais qui permet de manipuler des objets, hein, qui permet de manipuler des objets. Voilà, donc les éléments d'invocation, c'est la référence d'objet, identification d'une méthode, hein, c'est l'objet bien sûr utilise des méthodes. Donc, et justement, il faut uniquement identifier, référencer l'objet, identifier la méthode et faire passer les paramètres, voilà, et pour exécuter pour invoquer, si vous voulez, exécuter à distance cet objet. Euh, pour bien comprendre, hein, pour juste vous faire une introduction, pour imaginer quel est l'intérêt principal de cette technique RMI, ce qu'on appelle donc Remote Method Invocation. Euh, Par exemple, vous allez développer un système de communication, un système, une application, voilà. Et ce système, bien cette application, utilise d'autres systèmes, d'autres applications qui sont déjà développées et qui se trouvent par exemple, des serveurs quelque part dans l'Internet. Donc, vous n'êtes pas obligé de redévelopper c'est-à-dire ces applications, bien ces services. Il faut juste, bien sûr, les appeler et les utiliser. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser RMA. Un. À la différence, si on voudrait faire une différence avec les sockets, vous avez déjà programmé des exercices avec socket. Et quelles sont les informations nécessaires pour euh, euh, créer une socket et créer une communication avec une socket serveur, yani du client vers le serveur. Il faut que le serveur, il faut que le client, pardon, donc identifie le serveur en utilisant son adresse IP. Donc, c'est une information vraiment importante. Donc, l'information d'identification qui est une adresse IP du serveur, c'est une information élémentaire pour créer une socket côté client. Donc, l'adresse IP et bien sûr le numéro de port utilisé. Le numéro du port, comme je vous ai dit la fois passée, c'est une information aussi élémentaire. Il y en a plusieurs. On peut spécifier n'importe quel port, mais attention, vous pouvez il y a des numéros de port libres qu'on peut utiliser, il y a des numéros de port réservés pour certaines applications. Il suffit juste d'utiliser un port qui n'est pas utilisé. D'accord? Donc, utiliser un port, spécifier quel est le port au niveau de la couche transport à utiliser, spécifier l'adresse IP pour dire voilà l'adresse IP du serveur qu'on voudrait bien sûr communiquer avec lui. Voilà, donc c'est la couche réseau. Voilà, c'est une information aussi importante. Par contre, donc la différence, pardon, juste entre parenthèses, donc quand on programme avec les sockets, on est en train de faire une programmation niveau bas, parce qu'on est en train de communiquer avec la couche, à programmer la couche réseau, si vous voulez, hein. Euh, dans RMI, donc on va faire comme c'est une couche, une middleware intermédiaire qui va faire c'est-à-dire une couche qui va faire
c'est-à-dire on va faire une abstraction à tout ce qui s'est passé au niveau de la couche réseau. C'est-à-dire on va pas manipuler les adresses IP du serveur. Voilà. Juste on va appeler la méthode qu'on voudrait exécuter, bien sûr, qu'on a besoin, le service à exécuter à distance, et on n'est pas obligé de savoir sur quelle machine ce service il est vraiment hébergé, il est vraiment, c'est-à-dire implémenté. D'accord? C'est ça l'intérêt principal et la différence principale entre RMA et les sockets. OK? Très bien. On va aller rapidement, hein. Bon, c'est juste des caractéristiques, hein. Juste, vous pouvez les lire et vous allez comprendre. Juste, par exemple, le premier point. Donc, parmi les caractéristiques de RMA, invoquer une méthode d'un objet se trouvant sur une autre machine exactement de la même manière que s'il se trouvait, pardon, au sein de la même machine. C'est-à-dire, RMA, voilà, il va faire comme si et il va nous donner la sensation comme si la méthode qu'on est en train d'invoquer se trouve localement. Voilà, se trouve localement. Donc, en termes de, de conception, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire objet distant point méthode. Donc, on va exécuter la méthode de cet objet qui sont implémentés sur une machine distante, sur le serveur. D'accord? On va chercher bien sûr cet objet, c'est-à-dire au lieu de, c'est-à-dire identifier la machine dans laquelle l'objet ou bien la classe est implémentée, on va juste spécifier c'est-à-dire le nom de l'objet, le nom de l'objet. Et dans ce cas, c'est-à-dire on va exécuter l'objet indépendamment de la machine dans laquelle voilà l'objet est implémenté. C'est ça donc voilà, la différence entre les sockets et les RMA. Voilà. Et dans ce cas, on est obligé de déclarer, on va voir après, on est obligé de publier, déclarer les objets, voilà, les objets distants qui sont implémentés sur les machines distantes, voilà, sur un annuaire. Donc, on va faire un jour de publication, publication en utilisant un nom, bien sûr, unique, voilà, pour identifier l'objet à exécuter à distance. Voilà. Regardez ce diagramme ou bien ce schéma qui explique, qui donne soi-disant une idée générale sur le, la méthode de remote method, bien sûr, invocation. Regardez, vous avez le client et vous avez le serveur. Le service ou bien la méthode, l'objet se trouve au niveau du serveur. Le client, voilà, le client a besoin d'exécuter cette méthode à distance, ou bien il a besoin de faire une invocation, invoquer cette classe à distance. Donc, côté client, qu'est-ce on doit avoir? Le client doit implémenter ce qu'on appelle ce step. Le step, donc, il va faire un genre, un programme intermédiaire entre le client et le serveur. Ce stub client, il va communiquer avec ce qu'on appelle le stub serveur. Le stub serveur, il est nommé soit donc squelette ou bien le skeleton serveur. C'est la même chose. Donc le stub client, le skeleton serveur, hein, c'est eux qui communiquent entre eux pour donner la main, bien pour donner, pour soi-disant exposer cette méthode, bien sûr, service au client et rendre ce service accessible, voilà, à l'extérieur, hein. Et donc, il est accessible à travers un système distribué, donc un réseau, par exemple, que ce soit client-serveur ou bien peer-to-peer. D'accord? Donc, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va euh, appeler localement la méthode step travers bien sûr une interface. Le stub il va récupérer les données nécessaires pour exécuter l'objet à distance. Il envoie les paramètres ou bien ses valeurs, ses paramètres, ou bien les valeurs de ces paramètres au stub serveur ou bien le skeleton serveur. Le skeleton serveur, de son côté, il doit identifier l'objet concerné et ensuite, voilà, il y aura l'exécution directement de l'objet concerné. Et à la fin, le skeleton serveur récupère le résultat d'exécution
de cette classe, de cette méthode, et envoie les résultats au step client. Le step client, bien sûr, ensuite, envoie ces informations au client, c'est-à-dire à travers une interface. Voilà. Rapidement, donc, ce que vous devez aussi peut-être donc, comprendre, c'est que quand vous manipulez les RMI, il faut toujours spécifier les RMI Security Manager qui permet bien sûr de, c'est-à-dire ce qu'on appelle les policiers de sécurité. Et dans ce cas, quand vous, une machine cliente communique avec une machine serveur à travers un réseau en utilisant des RMI, il faut que bien sûr les policiers de sécurité, hein, les règles de sécurité autorise cette machine à communiquer avec ce serveur. Et pour éviter enfin, les différents problèmes de sécurité, donc il y en a ce RMI implémente cette RMI Security Manager pour bien sûr autoriser les machines à communiquer avec les serveurs. On verra après, vous allez même quand vous allez implémenter et programmer les exercices au niveau du TP, vous allez manipuler voilà, cette RMI Security Manager pour que la machine cliente euh, peut communiquer avec le serveur et le serveur accepte la communication de cette machine cliente. Voilà, voilà. Donc, d'une manière générale, au niveau du serveur, voilà, il faut bien sûr implémenter l'objet qui sera euh, qui sera mis à la disposition des utilisateurs distants. Voilà, c'est la première des choses. Donc, vous allez implémenter la méthode qui sera invoquée soit depuis une machine physiquement, deux machines physiquement séparées, ou bien entre deux machines JVM. Hein. Voilà, des machines JVM, c'est-à-dire en local, mais c'est plusieurs machines JVM. D'accord? Donc implémenter, c'est-à-dire cette machine. Déclarer comme deuxième étape, il faut déclarer cette méthode distance, hein, pour que, quand on dit déclarer, c'est-à-dire publier cette machine, publier cet objet, cette méthode, voilà, que vous avez programmé au niveau du serveur pour que cette méthode soit accessible à partir de l'extérieur. Au niveau de la machine cliente, si vous voulez, il suffit juste accéder à une interface qui va vous permettre d'invoquer cette machine, et il faut que à travers l'interface, il faut que l'interface vous donne la possibilité c'est-à-dire saisir toutes les informations nécessaires pour invoquer cette méthode ou cette classe à distance. D'accord? Très bien. En termes d'architecture, LMI utilise trois couches côté serveur et trois couches côté client. Donc, côté client, il y a la première couche, c'est Step Client, et côté serveur, la première couche, c'est Skeleton Server. Très bien. Il y en a au niveau de chaque partie, la deuxième couche qui est la couche de référence. La couche des références, c'est Remote Reference Layer. Cette, euh, cette couche permet les deux côtés. Un, côté serveur, d'identifier, faire une recherche sur la méthode à invoquer à distance, et rechercher le serveur, identifier le service, voilà, sans identification, c'est-à-dire la machine ou bien le serveur lequel le service est implémenté, est hébergé. Côté serveur, cette couche permet un, euh, euh, communiquer avec le skeleton, euh, le step client, récupérer les informations, identifier euh, l'objet à exécuter et appeler l'implémentation de cet objet, hein. L'objet qui implémente, si vous voulez, l'objet qui implémente, c'est-à-dire la méthode demandée, voilà, et exécuter le problème, le programme de cet objet, de cette classe.
pardon, récupérer les résultats et envoyer ces résultats au client. La communication entre les deux parties se fait bien sûr à travers une couche transport. Voilà. Regardez donc les trois couches. Voilà. Je vais vous montrer, vous expliquer en détail, pardon, hein, en détail, ce qui se passe côté serveur et ce qui se passe côté client. Donc, soit le serveur représenté par une machine JVM et le client la même chose, soit la partie client et la partie serveur représentée par des machines physiquement séparées. Donc, indépendamment de ça, je vais vous expliquer comment rendre accessible cet objet. Regardez, cet objet implémente un service et que le client veut que accéder à distance à cet objet. Donc, veut, c'est-à-dire bénéficier, voilà, bénéficier de ce service offert par le serveur, voilà, qui est implémenté par cet objet. Donc, quelles sont les étapes qui vont vous permettre de programmer tout ça, d'implémenter tout ça? Voilà, regardez comment ça marche les choses. D'abord, il faut implémenter euh, l'objet, c'est-à-dire le programme de l'objet, déclarer l'objet dans le service naming, c'est-à-dire identifier cet objet avec un nom unique, ce qu'on appelle un annuaire, comme les annuaires téléphoniques. Voilà, vous avez un objet, un programme, il faut lui donner un nom. Par exemple, l'objet nommé, par exemple, euh, calcule, je ne sais pas, la somme ou la moyenne, par exemple, vous pouvez déclarer ça en utilisant un autre nom. Voilà. Une fois vous avez déclaré au niveau du service naming, le skeleton sera créé automatiquement. Le skeleton lié à cet objet sera créé et automatiquement, le naming utilise ce qu'on appelle un RMI registré. Le RMI registré va vous permettre, bien sûr, d'enregistrer le nom que vous avez utilisé dans dans un registre, hein, qui va être exposé à l'extérieur. D'accord? À l'extérieur. Et bien sûr, ce registre utilise le skeleton, hein, lié à cet objet. Vous voyez? Vous voyez comment, voilà. Donc, l'objet implémenté, déclarer et publier l'objet, voilà, en utilisant un nom, déclarer ce nom dans le RMI registré, voilà. Et une fois vous avez, donc, utilisé un naming, le service naming, euh, et vous avez utilisé un nom qui identifie l'objet serveur, comme si vous avez créé votre skeleton, voilà, qui permet de communiquer avec le stub client. Voilà. Déclarer le naming au niveau de RMI registré, voilà, pour que, c'est-à-dire le nom devient accessible de l'extérieur. Bien. Donc, regardez les étapes. L'objet serveur s'enregistre auprès du naming de sa GVM, bien sûr. Ce qu'on appelle, on va utiliser le rebind. Rebind, c'est-à-dire une méthode de naming. Naming.rebind, entre parenthèses, l'objet du serveur et le nom, voilà, qu'on voudrait associer à cet objet pour que cet objet soit accessible à travers ce nom de l'extérieur, soit accessible de l'extérieur en utilisant ce nom. Voilà. L'objet skeleton est créé, voilà. Le fait que vous avez donc exécuté ce rebind, un naming, donc l'objet skeleton client sera créé. Celui-ci, bien sûr, va utiliser un port, une référence vers l'objet. C'est la référence, exactement, la référence, c'est le naming, etc. Et une autre référence pour trouver l'objet localement parce que c'est un serveur. Voilà. Voilà. Le naming aussi enregistre l'objet serveur et le port de communication en utilisant le serveur nom. Voilà, le nom, c'est l'annuaire à travers le LMI registré. Et maintenant, l'objet serveur est prêt à répondre aux requêtes des clients.
Maintenant, côté client, regardez la partie client. Partie client, il faut uniquement euh, utiliser une interface. Utiliser une interface qui va vous permettre de rechercher le nom de l'objet. Voilà. Donc, automatiquement, vous devez utiliser le naming, la même chose. Le naming. Le naming à travers le LMA registré. Mais cette fois-ci, on va pas faire rebind. Rebind comme si on a associé un nom à l'objet déclaré. On voudrait, c'est-à-dire rendre accessible de l'extérieur. Côté serveur. Côté client, on va utiliser le CAP. Le CAP, c'est-à-dire rechercher. Rechercher ce nom au niveau de LMA registré. Une fois on trouve le nom, bien sûr, le step client récupère le nom, demander au client à travers l'interface d'introduire les paramètres, bien sûr les valeurs de paramètres euh, utilisées, voilà. Et une fois donc le step client récupère ces informations, il va directement l'envoyer au skeleton server. Le skeleton server identifie l'objet, exécute c'est-à-dire l'objet qui implémente euh, euh, cet objet, bien sûr, c'est-à-dire le programme réel de cet objet, récupère les résultats et envoyer le résultat au step client. D'accord? Et à la fin, le résultat de tout ça sera affiché au niveau de l'interface clé. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant, s'il vous plaît? C'est bon? Très bien. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir? L'implémentation de l'objet, c'est-à-dire l'objet qui implémente l'interface, l'interface qui permet d'accéder à distance au service, hein, à l'objet, doit être implémenté au niveau du serveur. L'objet doit être déclaré au niveau de naming. Enfin, doit être associé à un nom unique, voilà, en utilisant, bien sûr, un nom unique qui sera déclaré dans un RMI registré. Bien. Côté client, côté client, à travers cette interface, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un lookup. Un lookup, c'est une méthode qui va permettre au client de trouver le nom de l'objet qui a été exposé à l'extérieur depuis le serveur. Voilà. Et le service naming va récupérer bien sûr la référence de cet objet qui va permettre au client, à travers le step client, de, 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 de récupérer bien sûr les paramètres d'appel de cet objet, envoyer ces paramètres au skeleton serveur. Le skeleton serveur exécute l'objet directement, récupère les résultats et envoie le résultat au client. Voilà, bon, donc, ce que vous devez retenir deux choses. Donc, il y a le step client, le skeleton serveur, voilà. Et le step client et le skeleton serveur sont générés par le compilateur RMC. RMC, juste il faut exécuter la commande RMC pour compiler, bien sûr, les skeletons clients et euh, skeleton client et, pardon, step client et skeleton server. Voilà. Euh, voilà. Est-ce que ce diapo nécessite une explication? Je vais lire rapidement et je vais voir. Donc, côté step client, donc représentant local de l'objet qui implémente ces méthodes. Hein. Donc, donc exporter, transmet l'invocation à distance à la couche inférieure remote reference layer, réalise le pliage ou bien marshalling, euh, c'est-à-dire récupérer les paramètres d'appel, les valeurs des paramètres d'appel. Voilà. Dans d'autres sens, il réalise le dépliage, c'est-à-dire quand il reçoit les réponses, il fait l'opération inverse. Hein. C'est juste, c'est un dialogue de conception. Hein? Dialogue de conception. Donc, marshalling, démarshalling. Marshalling, c'est-à-dire genre d'encapsulation. Démarshalling, genre encapsulation d'encapsulation. D'accord? Côté skeleton, réalise le dépliage.
des arguments reçus, c'est-à-dire à la réception de la requête. L'équipe ici va alors identifier la méthode à exécuter ou bien l'objet à exécuter, exécuter la méthode, récupérer les résultats, envoyer les résultats vers le client. Voilà. Euh, voilà. Bon, voilà, déjà on a expliqué ça. C'est juste des explications. Peut-être étape de développement d'une application RMI. Regardez, c'est juste des étapes. Je vais lire ces étapes. Voilà. Définir une interface Java pour un objet distant. Il faut bien sûr développer d'abord l'interface. Donc, il faut utiliser une classe qui implémente l'interface. Voilà. Hein. Créer et compiler une classe qui implémente cette interface. Attention. Donc, créer d'abord l'interface, puis créer une classe qui implémente l'interface. Qu'est-ce que ça veut dire ça? À travers l'interface, voilà, pour vous simplifier les choses, c'est-à-dire à travers l'interface, on peut juste dire exécuter la fonction somme. La somme a deux valeurs, x et y. D'accord? C'est-à-dire au niveau de l'interface, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver, voilà, somme x, y. X, vous aurez donc zone de saisie pour saisir la valeur de x, zone, une autre zone pour saisir la valeur de y, et valider. OK, lancez la somme. D'accord? C'est ça l'interface. Après, il faut implémenter une autre classe qui implémente cette interface. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, la classe qui implémente l'interface, c'est exactement qui a la méthode SOM. SOM, c'est-à-dire reçoit x, y et retourne la valeur x plus y. D'accord? Créer, compiler l'application serveur, démarrer RMI registré. Il faut démarrer RMI registré. Je vais vous expliquer après. Parce que lors de l'exécution, il faut démarrer ce service. Ça, c'est un service. Là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que côté client, côté serveur, il faut bien sûr utiliser le service naming pour associer un nom unique à cet objet, ou bien à ce service. Après, il faut déclarer, publier cet objet en utilisant le nom dans le service annuaire. Le service annuaire ici, c'est RMI registré. Donc, il faut d'abord lancer ce RMI registré. Si le service RMI registré n'est pas lancé, donc vous ne pouvez pas donc exécuter l'application. D'accord, on verra après comment le lancer. Créer, compiler, lancer le programme client accédant à distance à cet objet distant du serveur. Voilà les étapes. Voilà, on verra à travers un exemple. Voilà, juste après voilà comment réaliser tout ça. Voilà, Euh, voilà. Donc cet objet RMI, enfin la technique RMI, pardon. euh, c'est une, donc, comme je vous ai dit au début, c'est une API, voilà, API, donc, qui va vous permettre de faire une abstraction aux couches, c'est-à-dire intérieures, et qui va vous permettre aussi de faire une mise à jour d'une manière dynamique, libre. C'est-à-dire que si vous changez faites une mise à jour au niveau du service, au niveau du serveur. Voilà. C'est-à-dire les clients vont être pas impactés. Toujours, ils vont faire l'appel de cet objet. Il n'y a pas une mise à jour côté client. Voilà, c'est ça. On peut dire que flexible, scalable et qu'on vous. D'accord? Donc, juste peut-être qu'il nécessite une explication sur cette partie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, une fois le step client est localisé, en utilisant la méthode LeCap. LeCap, c'est le LMI, donc Security Manager, qui va vous permettre, bien sûr, de lancer cette méthode LeCap pour rechercher le service ou bien l'objet en question, l'objet que vous voulez exécuter. Généralement, on parle de service parce que
Moi, en tant que client, il y a un service disponible sur le net, voilà, sur le réseau, d'une manière distribuée. Voilà, je vais exécuter ce service. Voilà. Voilà, le service, il est implémenté à travers de RMI. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure sur la partie sécurité, comme je vous ai dit. Donc, il faut que, il faut bien sûr que les policiers de sécurité ou bien les règles de sécurité vont vous permettre de appeler cet objet à distance depuis la machine cliente. Et au niveau du serveur, le serveur doit accepter les requêtes de ces machines ou bien de ces clients. Donc, faites très attention. Parfois, donc, on peut régler tout ça à travers cette classe Java RMI Security. Sinon, on peut régler ces problèmes. On fait copier-coller, hein, je répète, on fait copier-coller dans le programme, euh, voilà, d'un fichier nommé Java Policy. Java Policy. Ce Java Policy, généralement, se trouve dans votre répertoire Java, Java, JRE, Lib, Security. Après, vous allez trouver un fichier nommé java.policy. Je répète, si vous n'utilisez pas cette classe, voilà, cette classe, vous pouvez, d'une manière soi-disant manuelle, voilà, régler le problème de sécurité. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez utiliser, copier-coller un fichier au niveau du programme client et la même chose au niveau du programme serveur. Ce fichier nommé Java Policy, voilà, que vous devez le copier au niveau des programmes client et serveur, se trouve dans le chemin suivant. Se trouve dans le Java, le répertoire de votre Java, après dans le répertoire de ce répertoire JRE lib, JRE/lib slash sécurité slash dans sécurité, le répertoire sécurité, vous allez trouver ce fichier java.policy. Il suffit juste de copier, coller ce fichier dans votre environnement de développement Eclipse ou autre chose. Voilà, dans le package client et le package serveur. Voilà, copier ce fichier. Voilà, pour régler ce problème. Sinon, vous pouvez ne pas copier-coller ce fichier dans les deux packages. Il suffit juste de d'utiliser Java RMA, RMA Security Manager. Voilà, on verra après comment l'utiliser. Et donc, comme vous voyez, vous pouvez passer en paramètre un objet à distance. Donc, Java va vous permettre de passer en, en paramètre un objet à distance. Voilà, voilà. C'est juste des explications que vous pouvez justement lire le texte et vous allez comprendre. Voilà, je vais aller rapidement. Ça toujours parle de ce qu'on appelle les problèmes de sécurité. Regardez, donc sécurité policier. Voilà, comment régler le problème de sécurité policier. Donc il y a un ou deux techniques qui vont vous permettre de régler les problèmes. C'est-à-dire quand vous compilez votre programme, RMI et vous allez trouver, par exemple, une erreur d'exécution qui, par exemple, cette erreur, par exemple, je pense, c'est l'erreur qui dit connexion problème, problème de connexion. Si vous aurez ce type de, de problème ou bien connexion réfugiée. Si la connexion est réfugiée, donc vous avez un problème de sécurité et vous pouvez le régler voilà, avec les deux ou bien les trois méthodes voilà, euh, que je vous ai donc les deux méthodes que je vous ai expliquées. S'il y a une autre, elle est là. Voilà. Il suffit juste de lire ce qui est dans le diapo. Voilà, donc on a terminé avec cette partie de communication avec RMI. Il y a une autre partie
Communication par événement. Par événement, quand on dit par événement, c'est-à-dire euh, le trigger. Mais toujours, quand on dit par événement, l'événement sera implémenté à travers, soit par message, soit par APC, soit par LMI, soit par socket, etc. Voilà. Euh, juste, euh, juste pour vous expliquer ce principe, ou bien je préfère de laisser, je sais pas quelle heure est-il, quelle heure est-il, voilà. Juste, voilà, il reste une demi-heure. Je préfère de laisser cette partie. Il reste quelques diapos, hein, pour terminer ce chapitre. Je préfère de basculer vers, avant de vous expliquer cette partie, que ça sera juste une partie peut-être théorique, hein, pour comprendre les choses. Je préfère de vous présenter une autre présentation. D'habitude, l'année passée, j'ai préparé cette présentation, voilà, et je l'ai présenté au niveau de TP, c'est-à-dire pour vous donner beaucoup plus la partie pratique. Donc, je vais quand même euh, arrêter le partage, voilà, et partager une autre présentation. Je pense cette présentation. Non, j'ai partagé donc un autre fichier. Voilà. Ok. J'arrête cette. Voilà. Ok. Bien. Bien. Donc, je partage avec vous cette deuxième présentation. Voilà. Ah, très bien. Vous voyez, s'il vous plaît. Vous voyez, s'il vous plaît. Oui. Vous voyez, s'il vous plaît. Non? Très bien. Oui. Ok. Voilà. C'est juste pour vous expliquer la partie pratique, parce que vous aurez besoin de cette partie pour euh, réaliser vos TP. Voilà, le TP 4, donc appel de méthode distance, c'est-à-dire RMI, Remote Method Invocation. Voilà. Il y a une partie quand même juste théorique, et il y a la partie pratique, d'accord? C'est-à-dire via un exemple. Vous voyez ici, donc juste dans ce diapo, il y a un résumé de tout ce que je vous ai euh, euh, expliqué tout à l'heure, hein, dans le, la présentation du cours. Regardez, il y a le serveur, il y a le client. On voudrait rendre un objet, ou bien un programme, ou bien un service qui est implémenté au niveau du serveur. On veut le rendre accessible depuis cette machine cliente à distance. Alors, donc, côté client, qu'est-ce que vous devez faire? D'accord? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez regarder. Vous devez implémenter une interface. Voilà, implémenter une interface. Après, qui va vous permettre, c'est-à-dire de récupérer, l'interface sera accessible depuis le client, et qui va vous permettre de récupérer les valeurs de chaque client, les valeurs, bien les paramètres de chaque client. Après, vous devez implémenter la classe qui implémente cette interface. Donc, soi-disant, l'objet réel, le programme réel de cet objet, ou bien de ce service. Déclarer ce service, ou bien cet objet, en utilisant l'annuaire. L'annuaire, donc, le naming. Le naming.rebind est associé un nom unique à l'objet. À l'objet. Une fois vous réalisez ça, vous allez automatiquement créer ce qu'on appelle le skeleton serveur, qui va communiquer, interfacer avec les clients. Automatiquement, quand vous utilisez le naming, il faut déclarer le nom que vous avez utilisé dans RMI registré. Regardez, il faut déclarer le nom de cet objet dans le RMI registré. Très bien.
Maintenant, c'est bon. L'interface, il est là. Le LM registré, il a le nom de cet objet. Donc, c'est bon. À travers le client, vous pouvez bien sûr exécuter cette interface. L'interface sera bien sûr, quand vous exécutez l'interface, comme si vous allez exécuter le step client. Le step client va permettre de chercher, récupérer la référence, regardez, de faire un lookup, regardez, et récupérer la référence de cet objet. Voilà, il y en a le nom unique. Donc, on peut faire un appel en utilisant le nom. Le nom va vous permettre à l'enregistré RMA d'identifier l'objet, donc la référence de l'objet. Voilà. Et va vous permettre aussi, le RMA enregistré de, comme valeur de retour, c'est la référence de l'objet. Et la référence de l'objet sera bien sûr, ou bien le step client récupère ce qu'on appelle, c'est client, c'est pas un serveur, hein, c'est une erreur. Donc, c'est le client stub client, client stub. Voilà. Il récupère donc la référence et présente l'interface au client. Le client, à travers l'interface, il introduit les valeurs des paramètres. Voilà. Et automatiquement, le step client envoie ces données au skeleton serveur. Le skeleton serveur, voilà, directement, il a la référence de l'objet. Il va directement exécuter l'objet et exécuter l'objet qui implémente l'interface. Et donc, va récupérer comme retour le résultat de l'exécution de cet objet, de ces méthodes, et envoie à la fin, elle envoie donc communication de deux sens, dans les deux sens, envoie les résultats au step client. Le step client présente ce résultat au client. C'est juste pour, c'est-à-dire vous montrer comment, c'est-à-dire comment les choses se font, voilà, pour réaliser euh, cette communication. Voilà, c'est juste des étapes, hein, c'est juste des étapes. Écrire l'interface, implémenter l'interface, écrire le programme serveur, écrire le programme serveur, déclarer le service, donc l'objet que vous avez implémenté, que vous voulez exposer, publier. Et voilà, il faut faire une déclaration de ce service. Voilà, au niveau de l'annuaire. L'annuaire, c'est d'abord associer un nom, c'est le naming de l'objet, et déclarer le nom dans RMI registré. Donc, c'est ce qu'on appelle l'instanciation. Donc, instancier et enregistrer le serveur, rechercher et interaction du serveur. Voilà, regardez. Donc, pour récupérer et exécuter à distance, il faut bien sûr faire un lookup, rechercher la méthode à exécuter à distance ou bien l'objet à exécuter à distance et directement, voilà, communiquer avec le serveur sans identifier le serveur parce que le RMA fait abstraction à la couche réseau. Maintenant, à travers cet exemple, voilà, on va essayer de faire, d'implémenter, c'est-à-dire un programme en utilisant l'application RM. D'accord? L'application RM. Très bien. Donc, l'objectif de cet exemple, c'est, par exemple, à travers, vous avez, comme c'est, comme c'est une application bancaire et vous voulez, vous avez le titulaire d'un compte et vous voulez récupérer le solde de, euh, de cette personne. Voilà. Donc, vous avez soi-disant, donc une fonction, une méthode titulaire, une get titulaire, c'est-à-dire euh, la personne de, de cette compte, de ce compte, pardon, et récupérer son solde. Bien, donc deux méthodes. Voilà. Donc, d'abord, il faut commencer par implémenter l'interface. Regarde, interface. Interface compte. Compte, voilà, qui a les deux méthodes. Compte, bien sûr, quand vous utilisez
la méthode interface. Voilà, on va le nommer count, enfin l'objet interface. Voilà, l'objet interface va étendre donc remote, va étendre la classe remote. Regardez, remote. Eh bien, voilà, c'est d'abord, on commence par ça. On commence par la conception de l'interface. Qu'est-ce qu'on voudrait à travers cette interface? C'est-à-dire rendre à j'ai reçu, je pense, un message qui dit qu'il y a un problème de réseau. Comment on dit, s'il vous plaît? Oui, oui. Allô, allô? Allô? Non? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui? Allô, allô? Oui, vous m'entendez? Ouais, très bien. Ah, maintenant c'est bon? Je dois revenir en arrière? Est-ce que je dois expliquer le diapo précédent? Réexpliquer le diapo précédent? Très bien. OK. Voilà, je reviens en arrière. Pardon. Voilà. Je commence d'abord, je commence l'implémentation par le développement et puis la programmation de l'objet interface. Regardez. Donc, il faut d'abord implémenter l'interface. Regardez l'interface parce que c'est une application bancaire. C'est une application bancaire. Voilà, on voudrait, à travers cette application, récupérer donc le titulaire et son solde. C'est un exemple là. Et comme vous savez, l'exemple que je suis en train d'exposer, vous pouvez l'implémenter d'une manière différente. C'est-à-dire, ici, dans cet exemple, on a utilisé deux méthodes. Vous pouvez utiliser une seule méthode. D'accord? Dans cette interface, euh, euh, nommée Count, regardez Count, qui va étendre l'objet remote. Voilà. Il va utiliser cet objet remote. Voilà. Dans cette interface, il y a les deux méthodes, get titulaire et get sold. Eh bien, donc, c'est l'interface. Après l'interface, il faut développer une classe qui implémente cette interface. Ça veut dire ça. C'est-à-dire, à travers l'interface, on récupère uniquement les paramètres. Mais la classe qui implémente l'interface, c'est le code source qui doit être exécuté. Donc, ici, on doit obligatoirement implémenter les deux méthodes, donc get titulaire et get sold. Très bien. OK. Regardez donc cette classe count et un PL qui implémente l'interface count. Voilà. Il y a les deux variables propriétaires et sold. Voilà. Regardez, donc, il faut utiliser donc les, les, les exceptions, voilà, en cas où, voilà, et get titulaire, voilà, qui va vous permettre de retourner le propriétaire, voilà, c'est string, voilà, c'est le nom, et get sold va retourner, regardez, va retourner le solde. Regardez, le solde, il est là, hein, c'est un constructeur. Voilà, donc c'est la méthode implement interface utilise ce qu'on appelle donc un constructeur Java, voilà, qui a, regardez, c'est le titulaire et le solde. Voilà, regardez. Donc, et les deux méthodes vont vous permettre de récupérer le propriétaire et récupérer la valeur solde. Voilà. Et une fois que vous avez implémenté
la classe qui implémente l'interface, voilà, qu'est-ce qu'on va faire toujours côté serveur? Côté serveur, il faut bien sûr regarder, c'est vraiment important ici, ce qu'on est en train de faire, c'est au niveau de la fonction de la fonction principale, donc main, vous devez faire deux choses. Il faut instancier, voilà, cette, si vous voulez, cette classe, hein. Donc, registrer locate, registrer .get, registrer, c'est le numéro hostname ou bien un numéro de port. Hostname, c'est-à-dire la machine locale, ou bien un numéro de port. C'est une valeur, l'essentiel, c'est la valeur disponible, etc. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle valeur, voilà, qui représente le numéro de port. Une fois vous avez donc euh, instancié le registré ou bien, c'est-à-dire lancer le registré, il faut faire un rebind. Regardez, registrer, bind ou bien naming. On peut utiliser naming rebind ou bien registrer bind. Bind pour associer le, le compte, l'objet compte au nom Bob. Bob, comme c'est-à-dire on va publier la classe compte qu'on a instanciée ici, voilà, en utilisant le nom Bob. D'accord? Donc, la classe compte sera accessible depuis l'extérieur en utilisant le nom Bob. Très bien. Maintenant, côté client, la même chose. Au niveau du programme principal main, on va obligatoirement utiliser et faire appeler, trouver donc le service euh, euh, registré, RMI registré, qui permet de faire une résolution de nom, si vous voulez, comme c'est un DNS, hein, parce que on va pas dire, voilà, où se trouve Bob. Bob, voilà, c'est un nom qui fait référence c'est-à-dire à l'objet Kant qui se trouve dans un serveur X. Voilà. Indépendamment de ce serveur, ce qu'on va faire, on va faire une recherche. Voilà. Donc d'abord, il faut instancier le registre RMI, voilà, en utilisant bien sûr hostname. Après, il faut faire un lookup. Regardez, rechercher Bob au niveau de registrer. Voilà. Au niveau de registrer. Et une fois on trouve Bob, voilà, on va afficher. Qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher bien sûr compte, parce qu'on a récupéré le cap. Bob au niveau de, on a instancié ça en utilisant le nom compte. Donc compte.getSold, c'est le nom. Voilà. Ou bien directement Bob procède donc compte.sold. On a utilisé uniquement la deuxième méthode qui va nous permettre de récupérer le solde euh, de ce propriétaire qui est Bob. Voilà. Et donc, regardez comment on peut faire, comme je vous ai dit, au lieu d'utiliser le numéro de host, on peut utiliser un numéro de port. Voilà. Un numéro de port. Un autre exemple, un autre exemple qui explique par exemple ici, qui vous explique comment afficher, comment invoquer un objet qui se trouve dans une machine à distance, dans un serveur. Cette méthode affiche uniquement un simple message qui est, par exemple, hello, hein, hello. D'accord? D'abord, il faut bien sûr implémenter euh, d'abord cette classe. On a regardé. Il faut implémenter l'interface qui va être exposée à l'extérieur, qui va être utilisée par les clients. Regardez, c'est interface hello qui étend donc la méthode remote, voilà, string say hello. C'est exécuter à travers de cette interface une méthode say hello. On ne sait pas où se trouve say hello. D'accord?
Donc, côté client, qu'est-ce qu'on va faire? Cette méthode est implémentée au niveau de, donc, du serveur. Côté client, au niveau du programme mail, qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher LM enregistré en utilisant, bien sûr, pour l'instant, c'est ce service, enregistré, locate enregistré, donc get enregistré host. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va instancier notre step. Step, c'est quoi? Hein? C'est hello. Regardez hello. Hello.java. C'est hello. Hein? Registrer le cap hello. On va rechercher hello. Voilà. Dans l'annuaire. Dans l'annuaire. Après, au lieu d'utiliser hello directement, qu'est-ce qu'on va faire? On va instancier step.sayHello dans la variable réponse. Et après, afficher réponse. Maintenant, côté serveur, c'est une autre implémentation. Côté serveur, il faut bien sûr euh, l'interface qui implémente, enfin la classe qui implémente l'interface hello. Regardez, public serveur, voilà, et return hello. Hello world. Hello world, c'est le message à afficher par la méthode hello. Et donc, l'implémentation réelle de cette méthode se trouve dans la classe qui implémente l'interface qui se trouve au niveau du serveur. OK? Après, il reste uniquement la déclaration. La déclaration et la publication de cet objet dans la ligne. Donc, il faut toujours instancier le serveur, l'objet serveur, instancier le service, le cap, registrer, rebind, ou bien bind, utiliser le service naming, ou bien registrer.bind, ou bien naming.rebind, hello, en tant que, donc le step, ce step, hein, en tant que hello. Donc le step sera reconnu de l'extérieur en tant que hello. Voilà, très bien. C'est bon. Et donc, le client va appeler le hello, va rechercher le hello. Voilà. Récupère le step client, récupère la référence de hello, exécute le hello. Et à la fin, on va exécuter à distance cette classe qui implémente l'interface. Voilà ce qu'on a utilisé pour implémenter cette, ce programme. Permet d'afficher Say Hello à distance, implémenté à travers un objet remote. Voilà donc pour cette partie de cours hein, qui va vous permettre de réaliser donc la partie RMA. Voilà. Donc normalement vous aurez le background nécessaire pour exécuter réaliser des exercices liés à l'AMI. Vous aurez d'autres explications avec votre chargé TP, bien sûr. Et si vous avez des questions, je suis là pour répondre à vos questions. À la fin, je vais vous envoyer le support de cours, la présentation de cours et cette présentation de TP. Et je vais vous envoyer peut-être l'enregistrement et je vais vous envoyer peut-être d'autres euh, enfin, quelques petites, enfin, si je trouve des documentations qui vous expliquent rapidement, d'une manière rapide et efficace, voilà, cette partie, je vais vous envoyer aussi. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Non? Vous avez des questions? Vous avez bien compris? Non? Oui? Juste, il faut dire oui ou non. Pour au moins savoir que très bien. Donc, c'est clair. OK. OK, donc on va faire comme ça. Je vais vous envoyer la présentation, les supports de cours, la présentation de cours et la présentation de TP. On se verra la semaine prochaine pour terminer quelques diapos qui restent pour ce chapitre et entamer le dernier chapitre. Parce qu'il nous reste
2 séances. Il nous reste 2 séances la semaine prochaine et l'autre semaine pour terminer le programme. Mais pour le TP, vous avez le tout pour le moment, hein, parce que même le dernier chapitre, il y aura juste, c'est l'implémentation des algorithmes distribués. Et dans ces algorithmes distribués, vous allez utiliser les techniques qu'on a déjà étudiées, comme, comme les sockets, comme les Java RME, etc. D'accord? Allez, bon courage. La semaine